20h sur la télévision Futur Média à l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Trafic de passeports diplomatiques avec implication présumée de députés de l'Assemblée nationale. Le ministère des Affaires étrangères brise le silence au nom de la séparation des pouvoirs. Maître Aïssata Tall Sall opte pour la prudence et préfère laisser la justice faire son travail en toute sérénité. Gamou à domicile, la trouvaille des autorités religieuses de Tivaouane en raison de la maladie à Covid. Pour la seconde fois consécutive, les fidèles sont invités à célébrer le Maoulid de chez eux et le traditionnel bourde se fera, mais à huis clos. Les bonnes feuilles de la rédaction, votre rubrique littéraire maison, vous fait découvrir Le peuple du Nyalingba, un roman écrit par une femme, Aïda Aïssatou Bodian, pour rendre hommage à des femmes aux horizons et vécus différents. Et puis, les passionnés du football ont pu admirer le trophée de la CAN 2021, exposé pendant 24 heures dans un restaurant de Dakar. Une exposition pour booster certainement l'envie de conquête à la prochaine compétition prévue en janvier 2022 à Yaoundé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons avec cette affaire de trafic de passeports diplomatiques avec l'implication présumée de députés de l'Assemblée nationale alors que sa réaction, il faut le dire, était guettée et même très attendue. La ministre des Affaires étrangères brise enfin le silence et c'est pour dire qu'elle préfère que la justice fasse son travail en toute sérénité et qu'au nom du principe de la séparation du pouvoir, eh bien, le principe plutôt de séparation du pouvoir ne lui donne à aucun moment les prérogatives de s'épancher sur cette affaire. Je vous propose d'écouter Maître Aïssata Tall Sall au micro d'Aminata Mbaresso. Cette affaire-là, je l'ai apprise comme tous les Sénégalais l'ont apprise. Et vous imaginez bien pourquoi. Moi, je suis un ministre de la République, une République dans laquelle l'état de droit est une réalité. Donc cette affaire serait partie, et je mets le conditionnel, vous le mettrez aussi, serait partie de l'Assemblée nationale. Or, il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif, qui fait que moi, je ne peux pas me prononcer sur une affaire où c'est l'Assemblée nationale, plus ou moins. Deuxième séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Au Sénégal, un ministre de la République, quelle que puisse être sa puissance et même son omnipotence, ne peut pas aller dans un dossier judiciaire pour savoir ce qui s'y passe réellement. Troisième obstacle, c'est le secret de l'enquête. Quand une affaire est à l'enquête, qui peut en parler, même s'il en a connaissance? Il n'a pas le droit de le révéler. Et Maître Aïssata Tall Sall, que vous venez de voir sur ces images s'exprimer en marge d'une rencontre en prélude au 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, un forum qui se tiendra les 6 et 7 décembre 2021. Nous restons toujours dans le domaine de la justice pour cette fois-ci nous intéresser au procès du jour, le procès de l'activiste Guy Marius Sagna. L'affaire mise en délibéré pour le 14 octobre prochain. Le parquet a requis 2 ans, dont 6 mois ferme à l'encontre de l'activiste qui s'en est pris à la gendarmerie nationale à travers un post publié sur sa page Facebook. À noter que la défense a renoncé à sa demande de liberté provisoire et que le verdict est prévu dans une semaine. Et nous restons avec cette affaire. Fadel Barro du groupe Y'en a marre dénonce un procès bâillon qui vise à faire taire ceux qui sont contre le pouvoir en place. Selon lui, le régime de Macky Sall persécute les activistes, mais cela ne les arrêtera pas. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de la matinale ce matin. Il est au micro de Chérif Dia. De plus en plus, l'État du Sénégal fait recours à des manières que l'on n'a jamais vues au Sénégal jusque-là, ou bien en tout cas pas de cette manière-là, pour freiner et faire taire des citoyens qui sont en désaccord avec lui. C'est ça qu'on appelle des procès bâillons. On organise un procès juste pour faire taire l'individu, juste pour l'empêcher de se déployer, juste pour l'occuper à faire autre chose que de continuer à réveiller les citoyens. Dans cette affaire de Guy Marius Sagna, non seulement c'est juste une opinion qui est aujourd'hui traduite devant la justice, mais c'est une manière aussi de dissuader les autres citoyens. Et ces procès bâillons ne reflètent pas l'état de droit.
ça va fragiliser davantage notre état de droit, en ce sens où ce sont les institutions qu'on utilise pour régler des différends politiques. Ça ne va jamais réussir. J'ai l'habitude de dire, et je le dis depuis longtemps, que les défenseurs des droits humains, les activistes, ceux qui veulent faire bouger les lignes au Sénégal et en Afrique, ceux qui veulent que ce pays retrouve son salut, ceux qui veulent informer et que les gens soient conscients de leur capacité à construire leur propre destin. C'est là qu'on appelle activistes, c'est là qu'on appelle lanceurs d'alerte. Tant que les gens essayent de les réprimer, ils vont juste simplement les faire briller davantage. Et puis, à cause de ce procès impossible, il faut le dire, de circuler dans Dakar ce matin, autour du tribunal de Dakar, le dispositif sécuritaire était juste impressionnant, ce qui, naturellement, a causé beaucoup de désagréments aux usagers. Mamadou Fall. Un impressionnant dispositif sécuritaire au tribunal de Dakar lors de ce procès de l'activiste Guy Marius Sagna capte toutes les attentions. Nombreux ont été surpris par cette pléthore de policiers quadrillant presque toutes les artères débouchant au tribunal de Dakar. Les impressions sont presque les mêmes. L'atmosphère est un peu pesante. Voilà, il est pesant parce qu'en fait, tu viens, tu trouves des éléments de la police en grand nombre. Bon, là où tu devrais te garer pour aller, par exemple, solliciter l'acte administratif dont tu as besoin, là, bon, on te dit que tu ne peux pas, sans pour autant te donner les raisons. Donc ça, c'est une contrainte. Une fois, quand j'étais venue, il n'y avait pas autant de gens et il n'y avait pas des policiers qui sont là aujourd'hui. Ce n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Oui, parce que quand tu entres, on va te demander une pièce d'identité avant d'entrer. Véhicules blindés, des barricades un peu partout et une fouille minutieuse des personnes étaient à l'ordre du jour, ce qui a impacté certains usagers. Mais on n'y peut rien. Mais une fois qu'on accède au truc administratif, là, quand même, il faut reconnaître que ça passe. Je suis venue en tant qu'étudiant, en tant qu'élève du MEUS, pour déposer une papier, nationalité du MEUS. Le procès de Guy Marius Sagna s'est tenu sans perturbation, pas de manifestants ni d'activistes aux alentours du tribunal. Les forces de sécurité ont veillé au grain. Et de la justice, nous passons à l'éducation avec ce séminaire de préparation de la rentrée des classes, une rencontre au cours de laquelle les enseignants ont mis en garde l'État du Sénégal. Ils menacent d'aller en grève avant la fin de l'année 2021 si leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite. Des doléances bien accueillies par le ministre de l'Éducation nationale qui a tenu à les rassurer. Mamadou Talla était présent à la rencontre. Il a évoqué les lenteurs dans la confection des uniformes. Le compte rendu de ce séminaire est signé Mamadou Gueye Abdourahmane Diallo. Des enseignants menacent d'aller en grève avant même l'ouverture des classes. Ils estiment que le gouvernement tarde toujours à réagir sur les engagements. Nous n'avons rien contre M. le ministre de l'Éducation nationale, qui, du reste, je le précise, est un ministre très ouvert, très disponible. Mais quand même, la situation des enseignants ne se règle pas seulement au niveau du ministère de l'Éducation. Au plus tard, mois de novembre, mois de décembre, si nous sentons que le monitoring c'est du surplace, si le monitoring n'est que du bavardage et non des actes concrets vis-à-vis des enseignants, le plus naturellement du monde, nous allons déclencher les... Lors du séminaire de rentrée à Saly, les autorités expriment leur volonté d'une année scolaire apaisée. Elles veulent aussi stopper les actes de vandalisme initiés par les élèves lors des derniers jours de classe. Nous avons remarqué malheureusement ça et là quelques actes de violence. Alors ce qui fait que ce thème aujourd'hui, il est extrêmement important parce qu'il nous permet de retourner aux valeurs, à la citoyenneté et au patriotisme dans notre pays. Le ministre de l'Éducation nationale a aussi évoqué la cause des lenteurs dans la confection des uniformes scolaires. Vous savez qu'il n'est pas facile de trouver plus de 6 millions de mètres de tissus dans notre pays. Ils sont en train en tout cas de voir au niveau du ministère de l'Artisanat, avec nos tailleurs, au niveau des régions, au niveau des départements, pour qu'on puisse avoir accès à ces tenues. Je rappelle tout simplement que cette première phase ne concerne que l'élémentaire et le préscolaire. Ce séminaire de 3 jours regroupe l'État, les syndicats, les parents d'élèves et les partenaires sociaux. Ils vont aussi évaluer l'année scolaire dernière. L'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque veut se refaire une nouvelle santé. L'infrastructure a en effet presque été boycottée par les populations qui avouent ne plus la fréquenter à cause de son manque d'assainissement et de sa difficulté d'accès, des impairs que le directeur veut corriger. Il vient d'annoncer un programme destiné à la réhabilitation de l'hôpital. Et le reportage est signé Abdou Diouf Diagne.
fréquenté par les Rufisquois à cause de plusieurs difficultés, notamment dans le cadre de vie et dans l'accueil. L'hôpital Youssou Mbargane se donne un coup de lifting. Son directeur annonce un vaste programme d'assainissement et de réhabilitation pour l'année 2022. On est en train d'élaborer un projet d'établissement qui détermine notre vision là où on voulait aller dans les 5 ans à venir. Et dans ce plan-là, la vision de l'hygiène, la sécurité, la propreté des locaux, ils occupent une place très pondérante. Donc, en fait, ce qui manque un peu à Youssou Mbargane, l'hygiène, la sécurité. Le réseau d'assainissement est en train d'être fait. On va bientôt, dans 2 mois maximum, abandonner l'ancien réseau pour nous occuper du nouveau réseau. Ils ont déjà creusé 126 regards, vous pouvez aller prendre des photos. Ils sont en train d'implanter les tuyaux. Après, on va abandonner l'ancien réseau. En attendant la réalisation de ce programme annoncé, des citoyens rufisquois ont pris l'initiative de nettoyer la structure sanitaire. Le travail ne se limite pas ici à Youssou Mbargane, donc nous comptons continuer de mener notre travail au niveau de toutes les structures sanitaires qui se trouvent dans le département de Rufisque. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est notre premier pas, c'est notre premier lancement. Nous lançons un appel solennel au gouvernement et toutes les bonnes volontés pour venir nous appuyer parce que la santé donc, est primordiale. Donc quand tu dis développement, donc, la santé est le fer de lance. Pour améliorer l'accès à la structure, les autorités municipales sont invitées à refaire la route qui passe devant l'établissement. Une route parsemée de cratères et qui cause beaucoup de désagréments aux automobilistes. Gamou à domicile, c'est la trouvaille des autorités religieuses de la ville sainte de Tivaouane pour la seconde fois consécutive. En raison de la maladie à Covid, les fidèles sont invités à célébrer le Maoulid de chez eux. Le traditionnel bourde aura bel et bien lieu, mais toujours à huis clos. Et le compte-rendu de la déclaration des autorités religieuses est signé d'Issa Prera. Comme l'année précédente, le Gamou de Tivaouane ne sera pas célébré comme cela se faisait traditionnellement. Face au contexte sanitaire avec le Covid-19 qui sévit encore au Sénégal, le Khalife général de Tidjane a décidé de surseoir à l'organisation de cet événement de dimension mondiale dans la ville sainte. De cette concertation est née la décision cette année de célébrer autrement le Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, commémorant la naissance du meilleur des hommes, le prophète Mohammed. Cette décision est dictée par la cohérence, mais également par le pragmatisme. Cohérence née d'une position de principe dictée par la charia, la sunna prophétique et la pratique de nos pieux devanciers. Je veux nommer Maulana Cheikh Al-Hajj Malik Sy radiyallahu anhu en période d'épidémie. Pragmatisme dicté par le caractère court des délais pour une organisation sans risque de l'édition 2021 du Maulid. Car le Maulid précédé des séances de bourde et dont la dimension populaire fait qu'il rassemble sur une période d'une dizaine de jours des millions de personnes à Tivaouane sans aucune possibilité de respecter les mesures de distanciation physique recommandées par les médecins peut être une source de recrudescence du Covid-19 et annihiler tous les efforts faits par les autorités sanitaires pour venir à bout de cette pandémie à 1000 facettes. Éviter des rassemblements sources de contamination. Pour autant, le Khalife invite tous les disciples à célébrer le Gamou à domicile selon les préceptes de l'islam. C'est pourquoi, comme l'année dernière, le Khalife général de Tidjane Serigne Babacar Sy Mansour invite à une célébration sobre chez vous, entouré de vos familles, à multiplier les actes d'adoration, les ibadat, tout au long des 12 jours précédant la nuit du Maulid, par la lecture de panégyriques sur le prophète, dont le plus célèbre est l'Al-Bourda de Mohamed al-Bousri, que Cheikh El Hadj Malik Sy radiyallahu anhu avait choisi pour rythmer sa marche glorieuse sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un changement dans l'organisation avec le maintien d'un rendez-vous religieux majeur, le rituel du bourde. Parlons
Parlons de tout à fait autre chose à présent. L'horticulture, un secteur en souffrance, notamment la filière carotte. Elle vient de perdre cette filière un montant de 8 milliards de nos francs. Pourtant, la moisson a été bonne. La campagne de cette année a permis de récolter 15 000 tonnes, mais faute de conservation, les légumes ont pourri. Dans la zone des Niayes, de Kayar à Lompoul, en passant par Fass-Boye, les producteurs étalent leur galère, cher Anta Diop. Sous les contraintes d'une surproduction, d'une mévente, les producteurs de carottes de la zone des Niayes traversent des moments très difficiles. Cette année, leurs produits sont vendus presque à perte. Nous avions vécu une campagne de carottes très difficile parce qu'on pouvait même parler de surproduction parce qu'au moins on attendait 30 000 à 35 000 tonnes de carottes. On avait obtenu 45 000 tonnes de carottes. Ce qui fait que vraiment le prix a beaucoup baissé. Finalement, les producteurs avaient des problèmes pour même vendre le produit. Le surplus est estimé à 15 000 tonnes. Ces producteurs se sont retrouvés à Fass-Boye pour faire le point. La concurrence déloyale, disent-ils, a négativement impacté la commercialisation de la carotte. De la zone des Niayes jusqu'à Lompoul, Fass-Boye, Ronkoyoy, en passant par le Gandiol, les horticulteurs sont durement affectés. Vous remarquez, après la production locale, si l'importation est libre sur le marché, le kilogramme de carottes quitte 150 francs jusqu'à 500 francs, 700 francs. Il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous appuie pour qu'on puisse vraiment assurer l'approvisionnement correct du marché 12 mois sur 12 et aussi éliminer les immigrations clandestines parce que la terre est là. Nous pouvons assurer le marché national en quantité suffisante, en qualité irréprochable, avec un prix abordable 12 mois sur 12. Pour dire que dans la zone des Niayes, tous les producteurs de carottes sont dans des difficultés. Ils sont confrontés à des problèmes de conservation. La seule alternative, selon eux, est de construire à travers le pays des unités de stockage. Dans l'actualité ce soir également, le meurtre de Baye Ngalgou Ndiaye avec le retour de la rédaction sur les lieux du crime quelques jours après sa fin de vie tragique. Pour rappel, le jeune défunt originaire de Mboro a perdu la vie après avoir été poignardé mortellement suite à une violente bagarre l'ayant opposé à un automobiliste. À Ouest Foire, son quartier, les riverains sont inquiets de cette insécurité galopante qui hante leur quotidien. Choromba Ndiaye y est retourné pour nous, reportage. C'est un lieu anonyme. C'est ici que Ngalgou Ndiaye, un jeune de 22 ans, a été poignardé à mort. Seul témoin encore présent sur les lieux du drame, des cartons. Dans ce coin d'Ouest Foire, les habitants continuent de vaquer à leurs occupations, mais l'insécurité est galopante. Jadis, Ouest Foire était une localité très respectée. Mais avec la démographie galopante, on a de plus en plus trop de laisser-aller. Ce meurtre n'est qu'une goutte d'eau de trop. Le mal est beaucoup plus profond. Le commissariat est assez éloigné d'ici. Nous faisons souvent recours à la gendarmerie de Foire qui est obligée de faire un grand détour pour arriver jusqu'ici. Récemment, les autorités ou les forces de l'ordre avaient organisé une vaste opération de déguerpissement. Malheureusement, il n'y a jamais de suivi. D'habitude, Ouest Foire est un quartier calme où il fait bon vivre. Mais les auberges et autres activités illicites ont perturbé sa quiétude d'antan. Il y a beaucoup d'activités illicites à Ouest Foire. Ici, on compte énormément de filles de joie. Nous avons signé des pétitions pour trouver une solution à cette situation, mais jusque-là, sans suite. Les malfaiteurs sont des enfants. C'est eux les voleurs, les fumeurs de chanvre indiens. Au niveau de banditisme, Ouest Foire mon ex-centre actuellement. Parlant de banditisme, Ouest Foire atteint le summum. Prostitution, agression, chanvre indien, il y a du tout. À cela s'ajoutent les auberges. Mamaï, la plus réputée, nous cause énormément de tort. C'est des bagarres à n'en plus finir. Les gens passent et repassent sur le lieu où Ngalgou Ndiaye a trouvé la mort, mais dans les demeures silencieuses d'Ouest Foire, l'angoisse
est bruyante chez beaucoup de parents. Et nous quittons Dakar pour le Nord. 6 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le montant colossal à débourser pour régler les problèmes liés à l'assainissement dans la commune de Ross Béthio. Après les grosses pluies enregistrées ce week-end, le maire et une partie des populations se mobilisent. Ensemble, ils comptent sensibiliser l'autorité pour que l'assainissement de la ville devienne enfin une réalité. Ousseynou Diop et Habib Sek. Chaque année, les eaux de pluie occasionnent des dégâts importants dans la commune de Ross Béthio. Dans cette partie du Waalo, les populations réclament un plan d'assainissement. Le coût pour soulager les habitants des quartiers de la commune est estimé à près de 7 milliards de francs CFA. On avait mis un plan d'assainissement. Donc, le coût s'élève à 6 milliards, donc Ross Béthio n'a pas ce budget. Donc, ça nécessite l'appui de l'État. En attendant, la mairie a dégagé un budget pour soulager les familles touchées par les inondations. Des motopompes évacuent les eaux toute la journée. Ici, les pluies de ces derniers jours ont envahi toutes les rues de cette commune. Pour remercier cette jeunesse dégourdie, cette jeunesse volontaire, elle a déjà mis les moyens colossaux pour évacuer les eaux de cette ville. Pour le maire de Ross Béthio, l'État du Sénégal doit davantage accompagner la population. Il a aussi tendu la main au chef de l'État et les partenaires. Et ça, c'est une situation qu'on doit dégager, icto facto. Pas plus tard hier, j'ai rencontré des partenaires italiens. Non, l'État, c'est notre premier partenaire, notre partenaire institutionnel. Il doit nous accompagner. Nous sommes ses agents, nous sommes ses administrés. Moi, je suis au chevet des populations de Ross Béthio. Donc l'État doit m'accompagner. L'État doit, par exemple, prêter main forte aux populations de Ross Béthio. Les jeunes de Ross Béthio s'engagent depuis quelques jours à évacuer les eaux dans les maisons. Ils se sont mobilisés pour lutter contre les inondations en attendant l'intervention de l'État du Sénégal. Attendu à partir de 2023, la production de pétrole et de gaz était au cœur d'une rencontre initiée par le MEDES. Le mouvement des entreprises du Sénégal, l'État et les partenaires ont réfléchi sur l'impact des ressources naturelles sénégalaises sur sa croissance économique. Le MEDES a donc tenu ce matin sa 20e session des assises de l'économie au King Fahd, un cadre qui permet aux différents acteurs d'échanger sur les différentes stratégies à mettre en place pour une transformation structurelle de notre économie. Alassane et Diafaraba pour le compte-rendu. Croissance à 2 chiffres, quel modèle de développement? Une interrogation à laquelle ces experts et partenaires de l'État doivent réfléchir. Il s'agira de passer en revue les différentes actions menées jusqu'ici et se projeter dans le futur, avec la production tant attendue du gaz et du pétrole. J'ai parlé des exemples du Nigeria, du Gabon, de l'Angola, qui ont des terres très riches, mais le pétrole et le gaz a créé énormément de difficultés pour ces populations. Et je pense justement aujourd'hui nous allons échanger pour voir comment éviter ces pièges. Vous le savez, en 2022-2023, le Sénégal va produire ses premiers barils de pétrole. Ça va commencer à impacter de façon très sensible notre économie, notre budget national. Quelles sont les voies et moyens pour que cela bénéficie le plus aux populations, le plus aussi à notre économie, les investissements qu'il faut faire. L'objectif du plan Sénégal émergent est la transformation de notre économie. Et pour ce faire aussi, il faut des structures fortes, faire de la production locale. Le Sénégal ne peut pas se contenter d'être une économie basée sur ses ressources naturelles, mais qu'elle doit transformer cette transformation structurelle, comme on dit, c'est de transformer les produits. En transformant les produits, les gens sont appelés à avoir des compétences supérieures, des meilleurs métiers, des meilleurs revenus, et c'est cela qui fait le développement à long terme. La Covid-19 a montré la voie à l'Afrique qui doit arrêter de tout importer. La fonction publique locale, plus que jamais ouverte aux agents des collectivités territoriales, elle a fait l'objet d'une rencontre ce jeudi au ministère des collectivités territoriales à l'issue de la première session ordinaire du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Une révolution selon l'intersyndicale des collectivités locales qui n'a eu cesse de lutter pendant des années pour obtenir ce résultat. Marcel Farba-Maroun à Lundiagne pour les détails. Une rencontre s'est tenue ce jour au ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Objectif, revenir sur l'état de mise en œuvre de la feuille de route du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Tous les décrets nécessaires à la mise en œuvre de la fonction publique locale sont pris. Et un décret extrêmement important
qui est la révision donc, du décret 2011-662, qui a été une forte demande, j'allais même dire une revendication de plusieurs années. Eh bien, ce décret maintenant a été signé depuis très très longtemps, maintenant par le président Macky Sall. Et dans la mise en œuvre maintenant, nous sommes vraiment dans une phase ascendante de mise en œuvre de la fonction publique locale, qui est effective actuellement dans les collectivités territoriales. Ainsi, les agents des collectivités territoriales désireux d'accéder au corps des conseillers aux affaires locales et des secrétaires d'administration locale sont invités à faire parvenir leur dossier d'intégration du 11 octobre au 30 novembre 2021, conformément au communiqué signé par le ministre Oumar Gueye. Ce communiqué fait suite à une importante décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a pris un important décret qui désormais ouvre les portes à tous les diplômés qui étaient en dehors de la fonction publique locale et qui peuvent intégrer désormais, puisque la question des diplômes a été réglée. Donc c'est une révolution à notre niveau, parce que c'était un combat que nous avions mené depuis des années pour que véritablement tous ceux qui sont intéressés par la fonction publique locale puissent quand même intégrer la fonction publique locale. Créé par décret numéro 2011-659 du 1er juin 2011 et modifié par le décret numéro 2017-1184 du 6 juin 2017, le Conseil supérieur de la fonction publique locale est doté d'un caractère consultatif. Il donne ainsi son avis sur toutes les questions intéressant les fonctionnaires des collectivités territoriales ou la fonction publique locale. À présent, avec votre rubrique hebdomadaire, les bonnes feuilles de la rédaction qui vous fait découvrir l'ouvrage Le peuple du Nyalingba, un roman de Aïda Aïssatou Bodian. Dans ce livre, l'auteur rend hommage aux femmes et évoque la vocation d'enseignant. Elle retrace aussi les maux de la société et vante la richesse de notre environnement. Et les bonnes feuilles de la rédaction, c'est une rubrique littéraire toujours signée Ibou Diouf. Le peuple du Nyalingba, pour montrer la souffrance des dames dans certaines localités du pays, une forme d'hommage aussi pour cette frange de la population. J'ai voulu parler de la violence affective dont rencontrent les dames, de la violence morale, mais également de la violence économique surtout. Parce que dans certaines localités, la femme travaille 12 mois sur 12 sans congé ni repos. Et également, il y a de ces activités qu'on pouvait moderniser, telles que la riziculture, le maraîchage, mais c'est le contraire. Dans son roman, Le peuple du Nyalingba, Aïda Aïssatou Bodian a parlé de l'éducation et du rôle de l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, on voit que notre éducation est sur une pente glissante. Qu'est-ce qui nous a poussé jusqu'à ce niveau? Est-ce que jusqu'à présent, l'enseignant est en train de jouer ce rôle dans la communauté? Tout ça, c'est à découvrir dans le peuple du Nyalingba. Dans cet ouvrage, l'auteur nous plonge au cœur de la forêt africaine avec sa beauté et ses personnages. Quand je dis Mbisenke, ça incarne la beauté, que ce soit la beauté intérieure et la beauté extérieure. Oui, son fils Oula, c'est la force, c'est la forêt, parce que quand on dit Oula en manding, c'est la forêt. Donc on sait les avantages que nous rapporte la forêt. Mais ici, Oula, c'est une personne. Quand on dit vallon, on sait que la signification en français, c'est la vallée. Oui, bien vrai qu'ici, dans l'écriture, il y a un seul L, mais moi, j'ai voulu montrer l'utilité de la vallée. À travers un récit épique du peuple du Nyalingba, l'auteur nous transporte vers des horizons embués de tiraillements, ce qui confirme son talent et sa passion pour la littérature. L'écriture, c'est quelque chose que j'aime, c'est un moyen d'expression pour moi. Donc pour me libérer, je préfère prendre ma plume et écrire. Je veux que quand quelqu'un lit le roman, il s'y retrouve, que ce soit la femme, l'homme qui gère son foyer également, comme sa femme qui gère le foyer, l'enseignant qui est dans sa classe, qui doit jouer un rôle dans la communauté, les enfants, les élèves. Donc c'est un livre qui englobe tout. Le peuple du Nyalingba de l'auteur Aïda Aïssatou Bodian évoque aussi le viol, l'héritage, l'amitié, le voisinage, entre autres, des thèmes qui ont permis à l'auteur de faire une sorte de radioscopie de la société sénégalaise. Du sport, avant de clore cette édition, le trophée de la CAN des Nations était de passage à Dakar. Une exposition a été organisée pour permettre aux Sénégalais de s'approcher du joyau et par la même occasion booster l'envie de conquête à la CAN 2021. Cher Sadibou Diarra. Une coupe de 39 cm et d'un poids de 3 kg, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, exposé à Dakar durant 2 jours.
Une occasion pour certains Sénégalais de se photographier avec le joyau, tant convoité par les Lions, en espérant le revoir en février prochain. Comme tout Sénégalais s'approche de la Coupe d'Afrique, la première chose qu'on a à l'esprit, c'est de penser et de prier pour que ce trophée-là revienne bien au Sénégal pour la première fois en 2022. Et je pense que ce que j'ai fait, j'ai prié le bon Dieu. Il y a quelques années, nous avions reçu le trophée de la Coupe du Monde et aujourd'hui c'est le trophée de la CAN. Ce que ça m'inspire, c'est que je considère que cette fois-ci n'est pas la bonne. C'est juste un prélude et qu'on espère que cette coupe reviendra bientôt ici au Sénégal, mais entre les mains de nos joueurs, les Lions. Ce trophée sorti des ateliers Bertoni en Italie en 2002, le Sénégal croise les doigts pour le soulever à l'issue de la finale de la CAN 2021. Un objectif légitime dans cette compétition prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Banco Outinamli, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et je crois qu'aujourd'hui le discours de El Hadji même est révélateur. Cela montre qu'aujourd'hui tout le Sénégal va être uni pour aller chercher ce trophée-là. Et Inch'Allah, on va le faire. Dakar a été choisi comme première étape de la tournée du trophée de la CAN de football. Un prémisse peut-être d'un premier sacre continental de l'équipe nationale du Sénégal. Nous restons avec le football pour évoquer cette fois-ci les éliminatoires comptant pour le Qatar 2022. Le Maroc, comme pressenti, s'est imposé face à la Guinée-Bissau sur un score de 5-0 en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui doit se dérouler au Qatar en 2022. Les Djourous, victimes d'une intoxication alimentaire, soutiennent qu'ils ont été empoisonnés. Ils veulent que les coupables soient identifiés et dénoncés. Chartidiane Diaw. La victoire du déshonneur, certains observateurs pourraient à juste titre qualifier ainsi la performance des Lions de l'Atlas. Il faut le dire, le Maroc s'est imposé sans difficulté face à une Guinée-Bissau malade au vrai sens du terme. Et jusqu'à maintenant, l'on se demande comment la CAF a pu permettre la tenue de ce match. Pour rappel des faits, toute la délégation des Djourtous est victime d'intoxication alimentaire à la veille du match. Des joueurs terrassés par la diarrhée et des vomissements ont passé la nuit à l'hôpital. Une situation qui visiblement n'a pas suffi à la Confédération africaine de football pour reporter le match malgré les tentatives des autorités guinéennes. Le verdict est sans appel à l'issue du match. Prestation insipide des Bissau-Guinéens sanctionnée par une défaite cinglante de 5-0. La Fédération bissau-guinéenne ne compte pas en rester là. Dans un communiqué, elle a insisté sur les preuves d'un empoisonnement de la nourriture et demande à ce que le coupable et responsable de tout cela soit dénoncé. On est avec le foot, et bien on reste avec le football. Suite à son sacre continental au Kenya, l'équipe nationale de football des sourds-muets a été reçue par le directeur général du groupe Futur Média. GFM a pris l'engagement de l'accompagner pour une bonne préparation de la Coupe du Monde au mois de mai 2022 qui se déroulera donc au Brésil. Birandour, le directeur général, est satisfait de la visite surprise des champions d'Afrique et il les invite à un match de gala avec le groupe Futur Média. Un reportage de Habib Faye et Ababakar Kamara. Après leur sacre continental au Kenya, l'équipe nationale de football des sourds-muets est reçue par le directeur général du groupe Futur Média. Un échange fructueux entre les deux entités. Le groupe promet d'accompagner les Lions pour une bonne préparation à la Coupe du Monde 2022 au Brésil. D'abord, je prie et souhaite que ce trophée qu'ils ont ramené pour le Sénégal, il y a l'équipe nationale du Sénégal qui joue la Coupe d'Afrique bientôt. J'aimerais qu'ils prient, j'aimerais que toutes leurs énergies, ils puissent les transférer à nos joueurs qui vont aller aussi défendre les couleurs de l'équipe nationale en janvier, puissent pour la première fois nous rapporter ce trophée tant convoité. Et qu'ils sachent que en 2022, Inch'Allah, ça nous laisse quelques mois encore, mais nous userons de tous les moyens dans notre réseau, dans nos relations, pour les accompagner à aller au Brésil, la tête tranquille, parce que des gens qui vont vous ramener une Coupe d'Afrique avec des conditions aussi difficiles, je pense que si on les accompagne un tout petit peu,
ils pourront nous faire plaisir et nous faire rêver. Birane Ndour, satisfait de la visite des champions d'Afrique, les invite à un match de gala avec le groupe GFM. Je le titillais un peu en disant que je suis le numéro 10 de GFM. Donc ce sera avec grand plaisir que nous organiserons un match de gala entre GFM et cette équipe nationale-là pour solidifier les liens, leur montrer que nous sommes derrière eux et que je mettrai à disposition tous les moyens que nous avons ici au sein du groupe pour qu'ils aient une vitrine pour s'exprimer, que les gens sachent ce qu'ils ont fait et ce qui va arriver dans pas longtemps. Les encadreurs de l'équipe nationale se réjouissent, espérant voir fructifier cette collaboration avec le directeur. Le discours que nous venons d'entendre tout de suite, c'est une motivation de plus. Parce que là, nous sommes rassurés maintenant qu'on est bien coaché, qu'on est bien sponsorisé. Maintenant, c'est le cœur tranquille que nous allons nous préparer pour Brésil 2022. Un cadeau symbolique offert par les joueurs à Birane Ndour en guise de reconnaissance. L'équipe nationale a aussi présenté la Coupe d'Afrique à ce dernier, qui leur a donné une forte somme symbolique pour les soutenir davantage. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Tout de suite après moi, Binta Diallo dans Soir d'Info. Elle reçoit Dr Malick Diop, directeur de la CEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations, pour parler du Dubaï Expo. Vous le savez, le Sénégal est à l'honneur, notamment les 13 et 14 octobre 2021. Restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Excellent week-end.